tous, bienvenue dans le canton de Berne aujourd'hui. Aujourd'hui je pars avec Julien de la chaîne YouTube Julien Explore. Salut à tous. Et on va aller sur le Jolimont, c'est la colline qui se trouve là derrière. Il y a une grande quantité d'ouvrages de l'armée, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. On va aller découvrir tout ça, c'est parti. Premier secteur d'exploration, il s'agit d'un barrage anti-char. Vous avez vu le bout là, vers le lac. Et la ligne continue avec ces blocs de béton. Alors les lieux ont été réinvestis en d'autres fonctions, comme vous pouvez le constater. Donc là, on va longer cette ligne. Et puis on va voir qu'elle est composée de différents éléments. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir retracer tout le secteur ici du Jolimont, qui fait partie de la position de Morat, une des premières positions fortifiées de l'armée dès la Première Guerre mondiale. Donc. Cependant, les ouvrages qu'on va voir aujourd'hui sont plutôt de l'époque Deuxième Guerre. Les ouvrages qui ont été construits pendant la Première Guerre mondiale ont pour la plupart été oubliés ou n'ont plus été retrouvés. Et du coup, lorsqu'on a fortifié la région lors de la Deuxième Guerre, on a dû reconstruire un bon nombre d'ouvrages pour assurer la défense ici. On commence à avoir l'habitude de ce genre de végétation. Les fers là, Ouais. c'est vraiment posé comme ça quoi. En tout cas, c'est dissuasif, je trouve. Ah ouais. C'est impressionnant, cette tranchée quand même, comme ça, tac. C'était vraiment le but, c'était donc d'empêcher le passage de l'ennemi avec des véhicules blindés. Et évidemment, un barrage anti-char ne se limite pas à lui-même. Il fallait encore une défense supérieure pour assurer vraiment la sécurité. Et c'est ce qu'on observe droit derrière. Nous avons un fortin qui hébergeait un canon anti-char. Voilà, donc là on arrive à la route. Évidemment, il y avait, comme dans tous les barrages anti-char, sur les routes, il y avait des puits qui permettaient d'enfoncer des rails pour bloquer le passage. En fait, un barrage anti-char peut être composé de nombreux éléments très différents. Et c'est vraiment l'idée, c'est d'empêcher le passage de l'ennemi. Donc on imagine bien que c'est impossible ici de circuler avec des gros véhicules. D'autant plus qu'on est sous le feu direct des ouvrages du canon anti-char. Et là-bas en face, nous verrons qu'il y a un contre-ouvrage qui servait à la défense ici. Donc on se trouve ici à Erlach. Là en haut, c'est le château d'Erlach. Et on va aller observer ces fortins d'un peu plus près. Voilà la bête. C'est soudé ou bien? Ouais. Mais bon, si c'est comme celle qu'on a. Ouais. Ah bah non, il faut être 3 pour les ouvrir. Elle était soudée. Ils ont soudé. Ouais. On voit très bien, on est droit dans l'axe du barrage anti-char. Donc juste en dessous, les dents de dragon, la tranchée et plus loin, on a le mur. Il y a encore les blocs et tout au fond, le mur qui plonge dans le lac. Maintenant, on va aller observer le contre-ouvrage de celui-ci. On l'aperçoit déjà ici, caché derrière les arbres. C'était un ouvrage donc, contre-ouvrage, et équipé d'une embrasure mitre et d'un observatoire. Il est là, un petit peu caché. Et vous voyez, droit en dessous du château. Intéressant d'observer encore la petite annotation ici, où on retrouve la date de l'ouvrage. On va rejoindre deux autres ouvrages en bord de route aussi. Il faut savoir que le secteur de Jolimont est divisé en 3 parties. Ici, nous entrons dans la deuxième partie qui s'appelle Neuhaus. L'ensemble des ouvrages du Jolimont servait en fait à défendre la plaine ici qui se trouve derrière moi. Plus loin, il y a le canal de la Thielle qui faisait office de barrage naturel déjà. Et la colline elle-même faisait aussi office de défense. Donc toutes les positions qui ont été construites ici par l'armée renforcent le dispositif présent naturellement. Et derrière moi, nous retrouvons l'ouvrage anti-char qu'on va aller voir tout de suite. Alors il est clairement visible depuis la route, mais à l'époque il y avait un camouflage. Alors les vaches, elles ont pris leurs aises par ici. Possession des lieux exactement. Il y a des beaux arbres devant, effectivement. Il y a un beau terrier aussi.
Il est beau, hein. Wow. Donc ces ouvrages anti-chars étaient équipés à l'origine d'un canon 4,7 cm qui a, pour un bon nombre d'entre eux, par la suite, donc dans les années 50, été remplacé par des canons de 9 cm. On a encore l'entrée qui se trouve juste derrière, évidemment, elle est cachée du secteur défendu. Et ici aussi, on a un arbre qui a poussé. On peut même dire 2 finalement. 3, 2 ou 3 arbres? 1 en 3. 1 en 3. Hein. Alors en Suisse, on a l'habitude d'avoir un dispositif ouvrage principal défendu par un contre-ouvrage, comme on a déjà vu sur la première position à Erlach. Et du coup, on va essayer de retrouver ce qui reste du contre-ouvrage de celui-ci, car il a été malheureusement enseveli. Alors si je vous dis que le contre-ouvrage se cache quelque part là derrière, est-ce que vous me croyez ou pas? Voilà. Vous voyez là-bas, on voit juste son fronton. Impossible d'accéder aux embrasures, qui ont d'ailleurs été bétonnées, comme vous pouvez le constater. Mais ici aussi, on retrouve encore l'inscription novembre 1940. 18e bataillon 18. Bataillon 18. Compagnie de Grun. Ça, je ne m'y connais pas assez encore. Il faut que je fasse une petite étude à ce sujet. Voilà pour les 2 ouvrages ici. Il y en avait encore un autre, un peu plus loin, le long de la route. Mais il reste plus que le socle en béton. Du coup, je pense qu'on ne va pas aller le voir. Mais c'est intéressant de relever qu'il y avait encore un 3e ici, dans le coin. Maintenant, on va monter dans la partie supérieure pour voir les autres ouvrages ici de la section, on va dire, Neuhaus. Et vous allez voir, c'est des ouvrages assez particuliers. Bon, alors Julien a repéré une espèce de cavité dans le flanc. Alors qu'on rejoignait la voiture, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est. Une sorte de replat, comme si on avait excavé quelque chose. Ouais. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Il y avait une porte. C'est le cadre de la porte là. Ouais. Incroyable. C'est creusé dans la molasse. Ouais. Il y a le mur ici encore. Faut imaginer, je pense que la porte devait venir quand même là, hein, avec le cadre. Ah, purée. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Ça me fait penser à ces casiers pour les munitions. Ouais. C'est ça? Ouais, pour les soldats. Ouais, il y a que ça en fait dans cette grotte. Je sais pas comment on peut l'appeler. C'était pour la munition et puis... Une sorte de caponnière un peu. Ouais. J'ai bien, t'as le tas au milieu là. On voit vraiment que ça tombe tout seul. Hein. D'ailleurs, en fait, il y a un trou. On voit le jour depuis ici. C'est l'aération. C'est l'aération, exact. Toi, j'ouvre la porte, on sort. Ouais, ça marche. Ah là, c'est bon. Et non, mais regardez la tronche du machin, quoi. C'est juste incroyable. C'est vraiment beau d'avoir pu découvrir ça. Bravo Julien, bon coup d'œil. Donc c'est ça qui est intéressant ici dans le secteur de Jolimont. C'est une ligne de défense vraiment très ancienne. Hein. C'était une des plus importantes lignes de défense de la Première Guerre mondiale. Et il y a plein d'ouvrages qui ont été construits dans toute la colline ici. Et beaucoup ont été oubliés, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc ça, c'est sûrement un qu'on vient de retrouver tout à fait par hasard. Très intéressant de pouvoir découvrir ce genre de structure. Voilà, on est en pleine forêt, dans la partie supérieure du Jolimont. On s'apprête à rejoindre les ouvrages ici, sur le plateau de la colline. Donc au programme ici, dans le secteur Neuhaus, une dizaine d'ouvrages en tout cas. Il y en a peut-être d'autres qu'on va trouver par hasard
Il y a ici sur le plateau de Jolimont un bloc erratique. Et du coup on va aller le voir. Parce qu'on aime bien les vieilles pierres. Et que même si c'est pas des vieilles pierres travaillées par la main de l'homme, c'est toujours beau à voir. Incroyable ce bloc, c'est vraiment c'est immense, puis il y a plusieurs morceaux. Ok. Alors, Ouvrage suivant. le ouvrage suivant, c'est celui-là. Là. On va regarder. On va peut-être commencer par celui-là. Ouais. Ensuite. Ouais, bah après on fait les deux de toute façon. Voilà, les deux là. Et puis on ici, quoi. suit le chemin par là-bas, ouais. On y va? Allez, go. Let's go. Ouais. On commence donc par les 3 ouvrages ici autour du bloc erratique. Ces ouvrages sont spéciaux car il s'agit de bunkers hexagonaux. On a ici leur entrée. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont une forme hexagonale? En fait, c'est assez simple. Ici on est sur un plateau, comme je vous l'ai dit. Et il y a pas mal de chemins qui se croisent un peu partout, donc l'idée c'était de pouvoir observer dans toutes les directions, raison pour laquelle on a ces 6 ouvertures d'observation et créneaux de tir mitre également, qui permettent donc de viser à différents angles. Et on va rentrer dedans, hein. J'ai pris le panneau LED, on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais pas dans le premier parce qu'il est vraiment dégueulasse. Ah, il est beau, hein. Vous voyez un tronc qui bouche l'entrée. C'est parti. On va voir là-dedans. Je vais mettre ici, non? C'était stock munitions. C'est bien possible. C'est vraiment bas de plafond. C'est dingue, hein? Enfin bas, bon ça va. Mais de dehors ça a l'air plus grand quand même. Mais ouais, bon, t'as vu l'épaisseur du mur, il est énorme le mur. Ouais, c'est vrai que le mur est vraiment épais. Ouais, c'est ça en fait. T'as quoi, 1 mètre d'épaisseur? Ah ouais. C'est cher, je trouve dingue. BE 346, numéro d'ouvrage 1000. J'arrive pas à le lire. C'est très intéressant, on a 2 numéros différents, BE 346 et ici en bas BE 357. Alors si un spécialiste des fortifications a une explication sur le pourquoi de la chose, c'est avec grand plaisir. Donc c'est vraiment, on peut faire tout le tour de l'ouvrage comme ça, avec le point central où il y avait certainement les munitions qui étaient entreposées. Donc pour vous illustrer un peu la fonction de ces ouvrages, on va observer par un créneau de tir. Allez hop, on ressort. Moi, ce qui m'a dit, c'est pas très fort. Allez, le 3e. Donc vraiment, hein, on voit très bien ici. C'est juste à côté du chemin. Et tout le secteur est un peu comme ça finalement. Voilà, le 3e. Bon alors ils ont naturellement tous la même forme à l'intérieur. On va pas tous les visiter, mais je suis quand même intrigué de savoir s'il y a cette double numérotation d'identification. Alors on va tout de suite regarder ici. Alors 1043 ou bien 1046, je sais plus. Alors 346. Et là, là on n'arrive plus à lire. Ces fortins hexagonaux, c'est des ouvrages de la Deuxième Guerre. Et il y en a d'autres, on va aller les voir un peu plus loin. Et voilà, un de plus. Toujours un hexagonal, hein. C'est vraiment une particularité ici sur le Jolimont d'avoir ces fortins avec cette forme. C'est fou, celui-là il a encore les caches sur les embrasures. Regardez. Les autres ils avaient les ouvertures, les embrasures ouvertes. Il y a encore la porte. Ouais. Trop beau. Regardez ça. En plus elle est ouverte comme ça quoi. Porte, quoi.
Génial. Il y a un bout de pelle aussi. Bon, moi je veux résoudre ce mystère des numéros d'identification double. Vous voyez ici, les caches sur les embrasures encore. « 1044 BE 346 et BE 353. Ici aussi, on a 2 numéros. Alors, je pense qu'il doit y avoir celui du haut, le 346, ça doit être un truc en lien avec le secteur. Celui du bas, je pense, c'est par rapport à l'ouvrage lui-même. Parce que celui du bas diffère entre tous les ouvrages, tandis que celui du haut, ça a toujours été le même, surtout ces fortins hexagonaux ici. Donc le cache, il est là. Regardez, on les cache pour protéger les tirs venant de l'extérieur. Donc on prenait comme ça, on le mettait comme ça, et ça protégeait les tirs. Et on le verrouillait encore à l'époque avec une sorte de baïonnette. Il y avait une baïonnette qui était ici pour le sécuriser, pour pas qu'on puisse le pousser de l'extérieur. Ouais, ça tombe quand même, ça se dégrade quand même gentiment. Hein. On voit bien le béton là qui est entamé là. Regarde là. Ouais. Bah voilà, ça tombe tout seul. Et il y a une sacrée faune hein, ici. Entre les espèces de moucherons, les cloportes, les limaces, les vers qui se cachent sous les morceaux de béton, cocons d'araignée. Voilà, ouvrage refermé aussi bien que possible. Bon, on va revenir un bout en arrière, on a dû louper le 1045. On va essayer de le trouver. Il doit être caché par là-dedans quelque part. On galère. Sur la carte ça a l'air facile, mais sur le terrain c'est tout différent. Pourtant, il avait vraiment pas l'air dur à localiser. Alors soit mon repère est mal placé, soit le fortin a changé de place. Voilà, disons-le comme ça. Ok, je viens de le trouver. Si on sait pas qu'il est là, c'est impossible de tomber dessus. Regardez-moi dans quelle végétation il est. Même moi, je galère pour passer. Voilà. Il est là. Ah purée, ouais. Alors celui-là c'est vraiment le retour à l'état sauvage. Regardez, il revient à l'état végétal presque. La porte elle est quasiment scellée dans la végétation. C'est impressionnant. Ouais, celui-là, tu sais pas qu'il est là. Tu le remarques pas du tout depuis le chemin. Il est derrière les arbres là. C'est impressionnant. Hein. C'est un truc de fou. Donc tu peux passer à côté sans le voir. Ouais. C'est dingue. Hein. Alors évidemment à l'époque il n'y avait pas tous ces arbres, hein, c'est sûr, mais maintenant pour retrouver ces ouvrages, c'est vrai que ça demande un peu de recherche suivant comment. Alors là on part sur un ouvrage 14-18, mitrailleuse, si je dis pas de bêtises. Oui, ça y N'empêche la porte donne envie d'entrer direct quand même. Ah c'est assez profond quoi. Ah. Regardez-moi ça. C'est fou. Donc ici on reconnaît très bien l'encoche trapézoïdale pour les affûts des mitres de l'époque. On est vraiment à ras du niveau du sol, hein, comme vous pouvez le constater ici. C'est assez impressionnant. Et au plafond, exactement au-dessus de la position de tir, on a une cheminée. Ça permettait de laisser sortir les fumées suite au tir des mitrailleuses afin d'éviter d'enfumer l'ouvrage tout simplement. Ce qui est très intéressant, c'est que ici à gauche, on a l'accès pour une galerie creusée dans la molasse. Donc galerie Première Guerre évidemment. Allez go, on va jeter un coup d'œil. C'est chaud là-dedans. Incroyable, hein. T'as l'air chaud qui vient, c'est dingue. Par contre, si je rentre, je sais pas comment je fais ça. Mais c'est ce que je me posais la question aussi en fait. J'ai repéré une encoche là. Mais si tu te mets en avant, tu descends en avant. Peut-être la première. Non, les pieds la première.
Tu t'asseyes dessus. Ouais, mais après tu te pètes le dos. Et comme ça, tu fais ça comment? Je sais pas. Pourquoi ils ont muré cette galerie aussi, je te jure. Bon, making of, comment dire? Eh non, mais vous vous rendez pas compte, mais il y a aucune prise de l'autre côté. Les murs, c'est de la molasse, ça part en miettes quand tu mets le pied dessus. C'est impossible de se faufiler dans ce trou. Il n'y a aucune prise, c'est incroyable. Et puis c'est haut, hein. Et il y a une hauteur, ouais. Il y T'as a en tout cas 2 mètres. 2 mètres, je sais pas, mais en tout cas, Cas où tu restes coincé, je te place du bois. ça marche. On a vu qu'il y avait du cerf dans le coin, donc Voilà, ouais. on y est. À plus. À plus. Ah, on peut déjà voir ici le mur qui a été posé pour fermer l'entrée. On est parti, c'est bon. Ouais, là c'est bon. On revient en terrain praticable. Bon, il y a déjà du monde qui est passé par là. Alors là, ça va pas plus loin. Par contre, là, il y a un petit bout qu'on peut explorer. Bonjour monsieur. Imagine, il y a un gars qui vit ici. Ah, il y a carrément une caverne. À mon avis, c'était des abris ici qui étaient utilisés pendant la Première Guerre pour les hommes. Ah ouais, mais là, c'était carrément l'orgie, purée. Petit siège de camping, casserole. Ok. Ah, ça va super loin. Là, il y a une autre entrée. Ça veut dire qu'il y a sûrement un autre ouvrage pas loin. Ah, regardez comme c'est beau de voyager là-dedans. C'est un labyrinthe. Wow. Mais c'est hallucinant. On va continuer tout droit déjà. Encore une entrée. Et encore une autre. Alors elles sont toutes murées hein, ici. Là on est arrivé à l'extrémité de la galerie. On va essayer de prendre à droite là où on est passé droit devant. Ok, c'est parti. C'est droit rectiligne ici. C'est vraiment un truc de fou de marcher là-dedans. Ça fait 100 ans que ça a été creusé tout ça. Alors même si ça amène pas vraiment quelque part, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc là, on a un puits vertical avec un accès donc depuis la surface de la forêt. Et on a encore 2 galeries qui partent. Une à gauche et une à droite. Donc là, j'emprunte celle de droite. On verra où est-ce que ça va nous mener. Je sais qu'il y avait des positions de mitrailleuses ici dans le secteur, dans des galeries souterraines comme ça. Peut-être ça va nous conduire à l'une d'entre elles. Et mais c'est énorme ici. Il y a encore un croisement ici. Une galerie qui part à droite, à gauche pardon.
matériaux de construction un peu. Une galerie qui monte. On va repasser par le puits. Et on va tenter la galerie, la dernière sans doute. Mais ça c'est vraiment glauque à part ça. Une espèce d'os dans un bocal comme ça. Je sais pas où ça mène. Ah bah ça mène pas beaucoup plus loin. On arrive au bout. C'est-à-dire, ça monte encore. Alors là, faut vraiment ramper pour passer. À nouveau, on se retrouve devant un passage fermé. Donc on a un petit peu parcouru l'ensemble de ces galeries souterraines ici. Là il y a encore des vieux barbelés. Et ça remonte sûrement à la Grande Guerre ça aussi. Impressionnant. Et puis là on a encore une pioche. Un vestige de pioche. Alors allez savoir si ça aussi ça remonte à la Première Guerre. Eh ben en tout cas, ça valait la visite. Et là, Julien, il a encore observé qu'il y avait des vestiges de l'époque. Alors, Première Guerre, on ne sait pas. Il y a un pieu de clôture militaire et puis ici, des vieux barbelés. Bon, l'assiette est en plastique et pas d'époque, évidemment. Ok, donc là, maintenant, l'idée, c'est d'aller un petit peu inspecter les environs, voir si on trouve les autres entrées qui mènent dans cette galerie. Ça va pas être chose facile. Parce que vous voyez un peu le terrain comment il est. Bon, c'est relativement dégagé, mais c'est du vrai chenil. Alors on essaie de reparcourir le parcours approximatif de la galerie, mais en surface. Il y a des petits creux un peu comme ça, mais c'est vraiment dur de savoir si c'est ça ou pas. Bon là je reconnais que j'ai complètement perdu l'orientation par rapport à la galerie souterraine. Alors, là il y a un truc bizarre, non ? Je me suis dit que c'était une sorte de pluie. Ah ouais, c'est un tronc qui est taillé vraiment bizarrement alors. Regardez un peu. Donc Julien, tu as une hypothèse pour ces galeries où c'est que ça pourrait sortir. Ouais, je me dis que ça sort on vu qu'il y a la falaise. Je me dis que c'est juste à droite. Là. Ouais, juste à droite. Peut-être c'est des positions de tir qui étaient vraiment creusées dans la molasse sur la falaise. Et du coup que ça aurait été muré, mais que ça donnerait directement du côté falaise. Donc de ce côté-ci, face à la plaine, qui était donc le secteur à défendre au moment où ont été installées ces fortifications. Donc voilà, on va essayer de longer la falaise un petit bout ici et voir s'il y a des semblants de murs. Alors c'est d'autant plus intriguant que on a un trou dans nos numéros d'ouvrage, il nous manque le 1042 et le 1043. Celui-ci n'a pas de numéro connu, pour nous en tout cas. Non, il n'y a pas, j'ai regardé, il n'y a rien. Du coup peut-être que c'est un 1042 ou 1043. C'est des ouvrages de la Première Guerre, alors dans une forêt il y a des feuilles qui tombent, il y a du terrain qui bouge, c'est de la molasse. Du coup peut-être qu'on ne peut plus rien observer depuis la surface aussi. Ça fait quand même, comme je l'ai dit avant, ça fait 100 ans que ça a été creusé, donc il faut bien se rendre compte que la nature, elle évolue pendant ce temps. On est trop bas là à mon avis, on ne peut plus rien voir. Du coup on va continuer nos recherches d'ouvrages Seconde Guerre pour rejoindre le suivant, 1041. C'est pas très compliqué, c'est juste à côté en fait. Alors. Voilà, vous voyez là-haut, dans les taillis, on devine les murs de cet ouvrage. Voilà. Deux embrasures, enfin un c'est l'observatoire, créneau de tir-mitre et puis l'autre, on retrouve un panneau comme ça. Et il y a encore le cache aussi ici. Donc il porte le numéro 1041 mais il faut savoir que c'est un ouvrage multiple, on va l'appeler comme ça. Il y a en fait 5 fortins, une entrée,
2 fortins hexagonaux et 2 rectangulaires comme celui-ci qui portent du coup le même nom, le même numéro. Et on va aller retrouver les 4 autres. Voilà, nous approchons ici de l'ouvrage central. Alors pourquoi est-ce que ça a été aménagé de la sorte ? En fait, sous nos pieds ici, il se trouve un réseau de galeries de la Première Guerre mondiale. Et c'est à chacune des extrémités de ces galeries qu'ont été construits chacun de ces ouvrages. Là, c'est vraiment la spécificité de cette position-là, c'est qu'ils sont tous reliés, mais sous terre. Et du coup, je pense que c'est pour ça que tu as l'échelle, tu vois. C'est dommage qu'on puisse pas rentrer pour vérifier. Donc tu dis que celui-là, il était ouvert quand tu étais venu là ? Non, celui-là est fini. Ah. C'est là-bas. Ok. Celui-là, pour- Alors on va aller voir. il est là. Et celui-là, il a 2 créneaux d'ops Ouais. ici, 2 créneaux d'ops là. Les arbres, ils ont vraiment poussé droit devant, hein, on observe. Et naturellement, on retrouve un chemin, encore 2 créneaux d'ops. Et sans surprise, on a une belle entrée. Du coup, est-ce que celui-là, c'était peut-être une sortie de secours ? Non. Moi, je crois qu'il a quand même rentré, celui-là, les deux hexagonaux. Parce qu'il y a il y a un verrou qui est depuis l'extérieur quand même. Donc Ouais. ça peut pas être une sortie de secours, ça fait pas de sens. Non. Alors voilà, on a déjà fait l'entrée, un hexagonal, un rectangulaire. On approche ici du second fortin hexagonal. Voilà. Il y a même numéro aussi. Toujours la même période, hein, Deuxième Guerre. Ici c'est marqué 1941 dessus. Et il y a également une porte sur celui-ci. En effet. Celle-là elle est bizarre par contre. Alors à l'intérieur, comme on a vu avant, où il y a le centre, on voit qu'il y a une sorte de trou et des barreaux, Des échelons. des échelons, ouais. Il y a 2 barreaux sur les côtés. Ouais. Donc ça descend bien. Et puis il y a également une grille. Je pense que c'était pour poser dessus, je pense. Une grille pour marcher, tu dis, Ouais. en sécurité, ouais. Quand on n'a pas besoin de descendre. Finalement, ces fortins, c'est tous les mêmes, mais ils ont chacun leur petite particularité quand même. C'est ça qui est amusant à découvrir. Le petit dernier de la série 1041. On repart sur un format rectangulaire. J'ai tout arrêté. Ouais, il est un peu moins envahi de végétation, on dirait. Il est un peu en feu croisé avec l'autre qu'on a vu tout au début de 1041. Et c'est bien possible qu'il servait de contre-ouvrage. Et en même temps, pour défendre la route, qu'on devine en dessous ici. Donc cet ouvrage ici avait pour vocation de défendre, comme les autres, les chemins ici qui passent au sommet du Jolimont. On a encore une position pour le secteur Neuhaus. C'est un ouvrage mitre de la Première Guerre mondiale. Et là, ça vaut la peine d'aller voir l'intérieur, j'imagine. Donc là, on met le B. Oh, regardez, incroyable. Porte en bois. Porte en bois. Voilà. Créneau mitre. Première guerre. Le créneau de tir ici, c'est à ras le sol. Et à mon avis, Ouais, pareil. c'est parce qu'à l'époque, les ouvrages, c'était plus compliqué de les camoufler, j'imagine. Du coup, on les faisait plus bas, plus enfoncés dans le sol. Et du coup, parce qu'il fallait moins qu'ils dépassent à la surface. J'imagine, hein. Dites-moi si c'est faux. Et on retrouve les petites cheminées d'évacuation. On est vraiment dans quelque chose de tout à fait singulier ici. Ok, donc on arrive au terme des ouvrages ici pour le secteur Neuhaus. Donc le secteur Neuhaus, c'est le deuxième des secteurs du Jolimont. Il y a encore normalement ici, un peu plus loin, vers le chemin qui descend sur Erlach, il y avait une barricade sur le chemin forestier. Tout ce qui reste, c'est une plaque de béton au sol et le dépôt pour la barricade.